Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle série d'émissions « Si on parlait patrimoine ». On va focusser beaucoup sur le 150e anniversaire de naissance de Disraeli, mais on va profiter de l'occasion pour parler beaucoup de patrimoine dans les municipalités, comment on peut le conserver, tout ce beau patrimoine, et comment aussi on peut le transférer. Et tout ça, je le ferai en compagnie de mon ami ex-conservateur au Musée de la civilisation, Guy Toupin. Bonjour Guy. Bonjour. Alors, le 150e de Disraeli, on l'a fêté en 2017. Pour une municipalité comme ça qui, à l'occasion, fête un 150e ou un 100e ou un 125e, c'est beaucoup d'ouvrages. Comment ça se passe les premières fois on y pense? Les premières fois, souvent, tu vois, ça a fait 2 ans et demi qu'il y a un comité qui a été créé pour justement organiser les fêtes. Ça se fait lentement parce que c'est tout un paquet d'intervenants de tous les milieux. Ici, il y a 2 municipalités, il y a plusieurs associations. Fait qu'on essaie de rejoindre à peu près tout le monde pour se mettre au diapason. C'est souvent un défi parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de célébration-là. Ça arrive aux 25, aux 50 ans. Alors, on n'a pas l'expertise souvent dans les villages pour monter une programmation. Non, effectivement. C'est souvent sur le terrain. Si tu as une association historique, ça va bien. Mais si tu n'as pas d'association historique, là, c'est des gens de bonne volonté qui s'y mettent. Est-ce qu'il y en a beaucoup de sociétés historiques? Il y a beaucoup de sociétés historiques et ici, dans la région, on en a au moins 4. C'est des très bonnes sociétés historiques. Mais entre ça et faire un livre historique sur Disraeli, c'est un autre paire de manches. Parce que dans un centenaire, là, quel que soit le chiffre, il y a toujours 2 volets, je pense. Il y a le volet très festif, la fête des retrouvailles, on a la parade des soirées avec de la musique puis de la danse. Mais il y a aussi l'autre volet, qui est le volet historique. Historique et culturel. Et culturel, effectivement. Parce que c'est les 2 volets qui, normalement, vont rester à la fin des festivités. Le livre. Disraeli, c'est la rivière, c'est le lac. C'est ça, c'est son origine. Puis quand on regarde l'histoire, elle s'est construite autour de ça. Que ce soit les moulins à scie, à farine, la drave, la plaisance, la villégiature. Dans le fond, tout a tourné autour de ça. Et le livre, quand on le parcourt à travers les photos, on se rend compte que, wow, bien, l'origine est là. Tu sais, ça nous permet de s'arrêter. Et on a voulu faire un peu différent aussi. On est habitué de voir les livres
de centenaire où on fait souvent un début historique du village, mais on voit aussi toutes les nombreuses familles. C'est la coutume, normalement, de faire un genre de livre du centenaire comme ça, là. C'est dans la tradition, si on peut dire ainsi. Sauf que, avec le 21e siècle, on est arrivé à l'accessibilité des ressources documentaires. Les archives sont ouvertes, les villes sont ouvertes aussi à nous prêter leurs livres de mémoire et autres. Fait que ça nous donne un autre avenue possible. Et c'est un peu ça qui fait que notre livre est différent des autres. Le plus difficile là-dedans, c'est d'aller chercher les photos, les documents. C'est d'aller chercher les photos. Pour faire un livre intéressant, c'est une première. Après ça, la documentation. Parce que souvent, l'histoire d'une municipalité a ceci d'insidieux, c'est qu'il y a une tradition orale qui persiste et qui n'est pas nécessairement l'histoire normale. Voulez-vous préciser? Bon. Pour faire bref dans ce domaine, il y avait un fondateur ici. Le fondateur, c'était John Champoux. C'est lui qui a amené le développement par la construction du moulin hydraulique aux chutes du Bull's Head. Ça, c'est les chutes qu'on voit Oui, monsieur. au parc Champoux, justement. Oui, monsieur. Et c'est un moulin important? C'était un moulin très important. C'était une concession que le gouvernement y a permis de construire, mais à la condition que la ville de Disraeli puisse en profiter, c'est-à-dire l'électricité, parce que c'était le premier moulin qui a fourni l'électricité le soir, parce que dans la journée, nous en avions besoin pour la scierie. Ah, la scierie gardait l'électricité pour le jour et le soir, on passait de l'électricité à la ville. Oui, monsieur. Mais John Champoux était aussi un commerçant de beaucoup de choses. Nous avons, c'était pas seulement John, il y avait ses frères aussi, deux de mes frères qui étaient là. Et nous avons construit plusieurs commerces, dont un commerce pour faire concurrence à première épicerie, chose-là, où les habitants et mes employés pouvaient venir se procurer des denrées avec ce qu'on appelle, nous autres, de la monnaie que nous fabriquions. C'est ça. Ouais. En plus, celui-là était le premier maire. Fait que, donc, en principe, on disait que c'était le fondateur. En principe, on dit que c'est le fondateur. Sauf que, dans les faits, c'est ça ce qui est plus difficile de trouver. Dans les faits, un fondateur, si tu prends la définition comme telle, c'est un personnage qui a joué un rôle social clé et important dans le développement de la municipalité. Chose qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas lui. Il l'a fait au niveau économique, mais il ne l'a pas fait au niveau social et municipal. Okay. C'est pas lui qui a demandé la fondation officielle de Disraeli. C'est pas lui qui a fait la fondation de la paroisse Saint-Luce. C'est toujours le même personnage qui revient. Il y a M. John Champoux qui se vante d'être le fondateur aussi. Je vous dirais pour ma part qu'il a été le fondateur de l'essor économique de Disraeli. Parce que grâce à lui, on va rendre à César ce qui revient à César et à Champoux ce qui lui revient. Grâce à lui et aux chutes Bull's Head, c'est lui qui a parti l'économie de Disraeli avec l'industrie forestière et tout ce qui s'en est suivi, les moulins et tout et tout. Mais il ne s'est jamais occupé de rendre Disraeli officiel. Parce qu'on se souvient que Disraeli s'appelait à l'époque Black Creek. Avant Disraeli, c'était Black Creek. Et grâce à M. Champoux, évidemment, puis l'économie qui s'en est suivie, et beaucoup de gens arrivaient de Beauce et de Bellechasse, puis qui grossissaient notre municipalité. Et moi, je regardais ça, j'étais peut-être pas aussi le même génie visionnaire que M. Champoux avait ou se vante d'avoir. Moi, je voulais que notre ville soit reconnue pour avoir droit à une gare. Si une ville était reconnue, on avait droit à une gare, donc au train.
de train qui amenait, Encore en beaucoup de réalité, qui développement. amenait un paquet de choses à Disraeli. Alors, j'ai demandé au nom des familles déjà installées ici, la création de Disraeli. Ça, il fallait que je demande ça au gouvernement britannique. Ça fait qu'à l'époque, il y avait un monsieur, Benjamin Disraeli, qui était premier ministre à ce moment-là. Alors, j'ai usé, disons, d'une ruse à Benaki ou peu importe, et j'ai proposé le nom de Disraeli à Benjamin Disraeli, Et il a dit oui. qui était reconnu pour ses talents parlementaires et qui ne connaissait peut-être pas l'humilité plus que moi ou M. Champoux. Il a accepté avec joie d'appeler notre municipalité d'Israéli. Donc, à partir de ce moment-là, on était reconnus puis on pouvait promouvoir la ville encore plus. C'est à partir de ce moment-là que notre économie s'est vraiment développée. C'est un personnage clé au niveau de l'organisation sociale. Il a été le premier maître de poste, le premier chef de gare, le premier magasin général. Il a été le premier juge de paix de la Cour municipale. Fait que là, tu commences à comprendre l'organisation autour et l'organisation sociale qui s'y maintient, et c'est en même temps politique et culturelle. Parce que sans lui, les choses ne fonctionnent plus ou moins bien. Alors, c'est M. Généraux, avec toutes ses implications économiques, sociales, municipales, qui est vraiment le fondateur de Disraeli. Oui, puis en plus, il a été député, un petit peu plus tard, il a été député. Mais on le retrouve souvent dans les documents. Tous les documents officiels, il y a une très belle signature et il y a une écriture à la perfection en même temps. On a aussi fait un genre de chasse aux vieilles photos. Vous étiez bien équipé, je pense, à la société. Mais il y en a qui ont commencé à frapper aux portes pour avoir d'autres photos. On avait un bon fond parce qu'on a un photographe ici. On avait un photographe municipal de bonne qualité. Et il a pris des photos que peu de municipalités ont. Assez exceptionnel, ont dans leur au chose. point de vue qualité. Hein? Et quand tu te mets à écrire des chapitres, à un moment donné, tu t'aperçois qu'il te manque des liens photographiques. Fait qu'on a mis un de nos collègues là-dessus, Jacques Rousseau, a fait presque du porte-à-porte pour trouver les photos. Ça a été énormément de travail par rapport à aller chercher les photos chez les gens. C'est pas facile de sortir les photos qu'ils ont dans les familles. Parce que assez souvent, ils sont dans des cadres où ils sont serrés loin. Mais tu fais du porte-à-porte dans presque toutes les Non, maisons? on a mis ça dans le cantonnier, des annonces. Là, les gens, il y en a qui appelaient. D'autres, ben là, mon oncle a ça, puis ma tante elle a ça. C'est du bouche à oreille le plus. Puis les gens, là, c'est quand ils ont su que je venais en ramasser, là, ils m'appelaient. Fait qu'à voir, on les triait. On s'assisait des veillées de temps, moi-même, puis Guy. On vérifiait les photos, on étudiait ce qui pouvait être bon pour le livre, ce qui ne l'était pas. On a triplé, je pense, le nombre de photos qu'on avait à la Société historique. Alors, la société a gagné, puis le village. Bien, la a société gagné a aussi. gagné, le village, mais c'est surtout les habitants, parce que à la Société historique, ils sont toujours en référence. Parce que ce qui est vraiment difficile d'une municipalité comme Disraeli, c'est qu'on regarde dans le village, dans la ville, qui est plus une ville maintenant qu'un village, mais il reste presque plus de vieilles maisons, il reste plus de vieux commerces. Ce qui reste normalement, c'est l'église, le presbytère puis le cimetière. Le restant a été détruit par le temps. Mais il faut dire, quand tu regardes dans le livre, les premières photos qui apparaissent, c'est tous des bâtiments en bois. Et les grands feux, parce qu'on a eu, chaque village a ses grands feux, chaque village a ses catastrophes naturelles, et ça en est une. On en a eu au moins 3 grosses ici. Ce qui fait une grosse différence dans le décor. Comme la rue Laurier, le deuxième magasin général, c'était le magasin général Adam, qu'on appelle. Et c'est la longueur de 3 bâtiments. Il a passé au feu en 1908 sur la rue Laurier. Fait que là, quand tu détruis toute une rue au complet, tes premiers commerces viennent de disparaître. Est-ce qu'une fois qu'on s'est préparé durant 2-3 ans, récupérer les photos, monter un livre, monter des activités, est-ce que la population, généralement, répond bien? Est-ce que ça a bien répondu ici? J'avoue que la réponse a été fantastique de la part des gens. On a fait un premier
déjeuner avec les chevaliers de colon du 150e. Normalement, ils ont entre 200 et 250 déjeuners dans les bureaux. On a eu 650. C'est un chiffre jamais vu. Et c'était une des premières grosses activités. Et tout au long des activités qu'on a faites, on a eu toujours un paquet de monde. C'est ça qui est féerique, là. Les gens ont très bien répondu. On a fait une exposition sur les commerces qui a duré 3 semaines et demie. Et on a eu pratiquement 4800 personnes. Et quels ont été les commentaires les plus beaux, peut-être, et les plus généreux que tu as entendus de la part de la population? Ça dépend de l'activité, mais la plupart des activités, les gens disaient c'est le fun parce qu'il y a une cohabitation. Les gens se retrouvaient, faisaient des liens. Tu sais, on parlait tout à l'heure des fêtes du 150e, mais c'est un temps propice, justement, à remettre en condition les relations avec les gens puis leur histoire. Est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'efforts, autant d'énergie pour préparer ça? Qu'est-ce qui va rester? Bien, moi, je pense que oui, ça vaut la peine, effectivement. J'ai participé aux fêtes du 400e à Québec. J'ai participé aux fêtes du 350e de Trois-Rivières. Et à toutes les fois, il y a une chose qui revient, c'est que les gens ne regardent plus jamais l'histoire de la même façon. C'est un moment propice. Parce qu'on est habitué, on se promène, on est habitué de voir au quotidien. C'est fantastique. Mais tu ne vois plus les vieux bâtiments, tu vois plus, tu fais pas de lien avec l'histoire. Et c'est le problème, on dit toujours, on n'a plus d'histoire aujourd'hui. C'est parce qu'on ne le montre pas, c'est à nous autres de faire la transition. Aujourd'hui, on voit le lac, c'est un lac de plaisance. Si on recule, il y a presque 100 ans, c'est un lac qui était plein de pitounes, on faisait de la drave. Et c'est ces images-là qu'il faut se remettre un peu ça remettre un peu, mais ouais. En voyant le lac, tu regardes aujourd'hui, tu dis, le premier nom qu'on avait pour ce lac-là, c'était le lac au foin. Au foin. Parce que c'était plus un marais. Okay. Le lac n'était pas vraiment sa constitution. Okay. Donc, déjà en partant, le lac que tu as aujourd'hui, de Plaisance, il y a une évolution économique et historique. À cause des barrages, à cause du développement, effectivement. Alors, et penses-tu aussi que c'est une façon pour les nouvelles générations qui n'ont pas connu ce temps-là puis qui ne voyaient pas d'artefacts non plus, peut-être de leur rappeler cette histoire-là puis qu'il y ait un genre d'appartenance, d'attachement aussi? Il y a une appartenance, un attachement, mais c'est aussi, je pense, un incontournable dans ta vie que de connaître un peu l'histoire dans les rues que tu te promènes. Dans le livre, on note, Jean-Claude Lefortier avait fait la relation, sur la première carte historique, c'est la rue 1, 2, 3, 4. Parce que là, les gens se demandent, mais on a fait la transposition. La rue 1, c'est la rue Laurier, la rue 2, c'est on a fait. Fait que déjà en partant, ça te donne une notion historique. Tu te dis, je me promène dans ce type de rue-là. Parce que c'est ça, il y a des rues principales qui sont restées, qui n'ont pas changé. On a peut-être les bâtiments qui sont disparus, ont été remplacés, mais ces rues-là sont encore importantes aujourd'hui. Oui, puis on se promène encore dedans. Est-ce que c'est facile de refaire une histoire, mais aujourd'hui, qui va intéresser les gens? C'est quoi le secret? On parle même à la grandeur du Québec que les gens n'ont pas gardé cette foi-là dans l'histoire et on a connu des époques où ça allait mieux. Là, ça n'a pas l'air aller très bien. Mais c'est quoi le secret pour que les gens s'intéressent un peu à leur passé? Bon, écoute, la première des choses, moi, c'est ma version à moi, la première des choses, c'est qu'il faut rendre l'histoire accessible aux gens. Moi, je suis historien. Je peux faire un livre sur l'histoire de Disraeli pour les historiens, avec un paquet de notes en bas de page, un paquet de... Ça rend le tout ardu et difficile à lire pour des gens ordinaires.
faut faire, c'est apporter l'histoire, leur apporter l'histoire. Pareil comme tu leur sers un repas. Fait que, il faut que tout soit là, il faut que ce soit facile, il faut que tu puisses le prendre, le lire par petits bouts. Tu sais, c'est pas un... C'est pas un encyclopédie comme Non, c'est ça. Tu sais, tu dis, il faut mettre on appelle ça un fil d'Ariane. Tu sais, d'un bout à l'autre du livre, il faut que tu aies une évolution continue sur tous les plans. Parce qu'on a traité, non pas des familles, mais on a traité de l'évolution de la ville. Donc, tu l'apprends à ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc, la façon, c'est une belle photo, ça vaut 1000 mots, une photo en principe? En photo, oui. Une belle photo avec un texte qui est court, facile à lire, qu'on peut lire ça comme... Oui, puis ça prend des experts pour le faire. Hein. Tu sais, visuellement, là, on a eu une collaboration fantastique parce qu'une de mes amies qui est habituée à faire des livres au Musée de la civilisation, puis elle s'est prêtée au jeu avec nous. Et oui, de temps en temps, je faisais un peu trop l'historien. Je me disais, non, c'est trop lourd. Non, c'est... Fait qu'à un moment donné, tu sais, un livre comme ça, c'est pas une personne. Tu as un lead, mais c'est une équipe de travail. On a ri presque à tous les jours parce qu'elle nous envoyait des commentaires. C'est ton monsieur, il s'appelle comment? On l'avait des fois sur la photo. Fait qu'on l'a suivi dans toutes les corrections. Et en même temps, au montage, c'est le même principe. Ceux qui le montent n'ont pas la vision que nous autres, on a, et nous proposent des choses. Là, tu dis, oui, on le fait ci, oui, on fait ça. Non, ça, c'est capital. Donc, après un 50e comme ça, c'est un succès de popularité parce que les gens ont suivi les activités. Mais on peut dire aussi que la municipalité, la population s'est enrichie de nouveaux documents, de nouvelles photos maintenant qui sont peut-être c'est parce que le livre ne se préservés. démode pas. Hein? Là, ça ne se démodera pas. Puis la seule affaire qu'ils vont avoir à faire, c'est ajouter à toutes les décennies des renseignements. Fait que pour les gens, de connaître leur histoire un peu, mais en même temps d'être capable de poser les bonnes questions au bon moment, c'est un autre plan de marche. L'histoire est là, ça fait partie de ton patrimoine, mais en même temps, il faut que tu le conserves. Le conserver, c'est quoi? C'est poser des bonnes questions. Tu dis pourquoi on défait celui-là, pourquoi on peut-tu faire ci. Tu sais, dans le fond, un événement comme un 150e, ça permet à tout le monde de se sensibiliser. Autant la population, autant aussi les gens de l'extérieur, ceux qui ont suivi ça l'entour d'Israéli, je pense puis on ne le verra peut-être plus jamais de la même façon. C'est ça qui est important. C'est ce qui est important, effectivement. Est-ce que ça va aider aussi à la préservation? Il y a peut-être, on avait la destruction un petit peu facile, pas ici comme ailleurs, à bien des places, au nom du progrès, on enlève bien des choses. Est-ce que ça peut ralentir un peu en disant on va essayer de préserver, de garder nos choses? Je pense que oui. Je pense que les gens vont poser la question à un moment donné pourquoi. C'est faire des stationnements, c'est beau, là, mais il y a autre chose que des stationnements. Des fois, un vieil édifice, c'est nécessaire de lui donner... Et ici, on a un bel exemple, la marina. On est assis sur une structure qui est complètement nouvelle, face à la plus vieille partie peut-être d'Israéli, avec le cimetière. On cohabite maintenant avec les ancêtres, mais il faut faire ça, essayer de bien faire un bon voisinage entre le passé puis le présent ou l'avenir. C'est un bon mix à faire, effectivement. On n'a pas le choix, là. Si on veut conserver des traces, l'histoire est là. Oui, hein, c'est là l'histoire. Les ancêtres, les fondateurs sont là aussi. Donc, le minimum, c'est un respect qu'il faut avoir. Puis si on est capable de mettre en valeur ce type de parement d'histoire, parce que sous chaque tombe, on peut se promener, puis on peut faire... On pourrait écrire un livre à peu près sur chacun des monuments qui sont là. Parce que les années 2020-2030, on va vivre effectivement ce problème-là de cohabitation entre la nouvelle économie, l'expansion, puis
nos témoins du passé qui restent encore là. Oui, puis je pense que la crise ne fait que commencer. Parce que nos églises ont toutes le même problème. Il y a moins de fréquentation, les églises vieillissent, et on le dit tout le temps, un village, une église. Une église, un village. C'est toujours la même chose. On fait quoi? Là, c'est le temps de se poser. On va perdre son question. identité première, qui est souvent l'Église, qui était le centre, le cœur C'était le cœur du village. tout le temps. hein, ça a toujours été comme ça. Ouais. Alors, merci Guy, c'était la première émission. On en aura 9 autres comme ça qui vont nous parler des différentes activités. Et on va toujours aborder ce point de vue histoire avec la vie du présent, comment on peut aller chercher, comment on peut s'incorporer dans ces beaux souvenirs-là. Alors, merci. On se revoit, nous, à la prochaine pour cette série d'émissions, si on parlait patrimoine, spéciale 150e de Disraeli.